Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans cette nouvelle édition du JT Vu d'ailleurs. Vous le savez, ce JT a pour vocation d'aborder des sujets beaucoup plus larges que ce que nous voyons lors du live de Téléfinance ou bien du mini-mac de la lettre de l'acheteur, c'est-à-dire qu'on va sortir des carcans de la finance pour aborder des sujets plus culturels, plus sociaux. Et ce sont, je vous rappelle, des sujets qui sont tirés d'un site internet, le site internet de vudailleurs.com, pour qui les opinions sont libres, mais les faits sont réels. Voilà. Sont sacrés, pardon. Les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. On va commencer ce JT Vu d'ailleurs par l'international et la Chine qui va prendre la première place dans le paysage nucléaire international et ce dans moins de 10 ans. Le deuxième réacteur chinois de troisième génération, le Hualongwan, c'est-à-dire Dragon, a été couplé au réseau en Chine le 1er janvier dernier, devenant ainsi le troisième réacteur à produire de l'électricité, le premier fonctionnant au Pakistan depuis juin 2021. Ce réacteur d'environ 1,2 gigawatts, conçu comme leur fer de lance à l'export, a été désigné comme l'un des 10 équipements de grande importance stratégique nationale. Avec 53 réacteurs couplés au réseau et une puissance installée totale de 54 gigawatts, la Chine se place aujourd'hui en 3e place mondiale, juste après les États-Unis qui comptent 93 réacteurs pour une puissance cumulée de 95 gigawatts. Et derrière la France qui compte 56 réacteurs dans son parc et une puissance cumulée de 61,3 gigawatts, suite notamment à la fermeture politique de Fessenheim. La Chine ne se contente plus de construire et d'exploiter des réacteurs conçus à l'étranger. En s'inspirant des technologies françaises et américaines, elle a acquis une maturité industrielle qui lui permet dorénavant de concevoir et construire des réacteurs dans des délais qu'aucun pays ne parvient plus à atteindre, c'est-à-dire compris entre 5 et 6 ans. Leur coût annoncé autour de 5 milliards d'euros est largement inférieur à celui des autres réacteurs de troisième génération dans le monde. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de votre JT Vu d'ailleurs. À tout de suite sur Téléfinance. Emmanuel Macron est dans la panade. Il recherche toujours une majorité parlementaire, mais se heurte à une opposition décidée à ne pas lui faire de cadeau. Confortement réélu en avril, le président français a subi un sérieux revers lors du second tour des élections législatives le 19 juin dernier, en perdant sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il ne dispose plus que d'une majorité relative, la plus basse de l'histoire de la Ve République, ce qui le contraint à trouver des alliances pour mettre en œuvre son programme de réforme, notamment sur les retraites. Depuis lors, la France est plongée dans l'incertitude, elle qui est peu habituée à des coalitions de gouvernement, contrairement à de nombreux autres pays européens. D'autant que le président français a écarté la possibilité d'un accord avec le Rassemblement national et la France insoumise, deux formations qui, selon lui, ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement. On va marquer une ultime pause et on se retrouve pour la suite et la fin de votre JT Vu d'ailleurs. À tout de suite sur Téléfinance. Dans l'actualité culturelle de votre JT Vu d'ailleurs, une bien triste nouvelle puisque le milliardaire Leonardo Del Vecchio, PDG de Essilor-Luxottica, qui fabrique notamment les lunettes de soleil Ray-Ban, nous a quittés. L'entrepreneur italien qui fait partie des hommes les plus riches de son pays, l'Italie, était âgé de 87 ans. La nouvelle a été annoncée par sa société le lundi 27 juin 2022 selon les publications de plusieurs médias internationaux dont la chaîne américaine CNN. La triste nouvelle qui a été annoncée par sa société a fait réagir le commissaire européen à l'économie Paolo Gentiloni. C'est sur Twitter que le responsable européen a réagi et il écrit que Leonardo Del Vecchio était un grand Italien. Son histoire de l'orphelinat à la direction d'un empire commercial ressemble à une histoire d'un autre temps, mais c'est un exemple pour aujourd'hui et pour demain. Rest in peace, écrit-il en
commentaire. Plus tôt, c'était un communiqué de la société du milliardaire italien qui annonçait la nouvelle. Essilor Luxottica annonce aujourd'hui avec tristesse le décès de son président, peut-on lire dans un communiqué du groupe franco-italien basé à Charenton-le-Pont, près de Paris, après la fusion avec le français Essilor. Le même communiqué précisait que le conseil d'administration va déterminer les prochaines étapes au cours d'une réunion du conseil d'administration. On va marquer une ultime pause et après laquelle vous aurez un replay de l'interview de Pierre Conessa. Pierre Conessa qui est un essayiste, ancien haut fonctionnaire et chef d'entreprise français qui a écrit aux éditions de l'Aube, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Comme je ne vous retrouverai pas après, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de ce JT Vu d'ailleurs. Très bon week-end sur TV Finance. Nous sommes de retour dans votre JT Vu d'ailleurs et il est désormais temps d'accueillir sur notre plateau notre invité, monsieur Pierre Conessa, avec qui nous allons parler complexe militaro-intellectuel. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Juste avant de commencer votre intervention, votre interview, je rappelle que c'est un enregistrement, que nous sommes le 6 mai et que votre intervention sera diffusée sur notre antenne le 13 mai prochain. Je rappelle également qu'aujourd'hui, 6 mai, c'est la date de sortie du livre pour lequel vous êtes avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Vendre la guerre aux éditions de l'Aube. Et avant de vous poser ma première question, je tiens juste à rappeler, monsieur Conessa, que vous êtes historien agrégé d'histoire, ancien élève de l'ENA, et que vous écrivez régulièrement dans le monde diplomatique. Aujourd'hui, dans ce livre, dans Vendre la guerre, vous nous livrez une réflexion sur l'interventionnisme militaire et le rôle donc du complexe militaro-intellectuel. Monsieur Pierre Conessa, qu'est-ce que c'est que le complexe militaro-intellectuel ? Écoutez, c'est un concept qui m'a paru intéressant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'interventionnisme qui a grosso modo commencé en 91. Pourquoi 91 ? Parce que c'est la disparition de l'URSS. Donc tout à coup, le grand ennemi qui structurait toute la pensée stratégique, toute la diplomatie internationale disparaît. Et 91 parce que c'est la guerre du Golfe. C'est-à-dire c'est la première guerre menée sous mandat onusien pour faire la libération du Koweït, vous vous souvenez ? Et cette guerre, elle a deux caractéristiques. C'est que ça va être la première guerre vécue en live, c'est-à-dire toutes les chaînes de télévision du monde sont installées au Koweït. Et rappelez-vous, on avait 6 mois de préavis donnés aux Irakiens. Le scénario était construit, ça devait être la 4e armée du monde. On n'a jamais su qui était la 3e, enfin bon, celle-là c'était la 4e. En tout cas, vous voyez comment le thème médiatique est mis en place. Et puis, cette guerre se déclenche et elle se termine en 120 heures. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à un timing de retransmission télévisée, c'était trop court. Donc, si vous voulez, ça convainc deux choses. D'abord, que la supériorité des armées occidentales est telle que pratiquement c'est un outil universel qu'on peut utiliser dans n'importe quelle circonstance. Et puis, d'autre part, que la guerre devient un spectacle. Et dans ce spectacle, vous allez avoir de nouveaux acteurs qui vont être, encore une fois, pour peupler les plateaux télé, des gens qui vont soit être des connaisseurs de la région, soit être des connaisseurs de la chose militaire, etc. Mais la chose va s'emballer ensuite, c'est-à-dire que vous allez donc avoir, puisqu'il n'y a plus de matrice stratégique logique, si vous voulez, des gens qui vont venir convaincre le politique, l'interpeller, en disant « je rentre de tel endroit, il y a un génocide en cours, vous ne pouvez pas ne pas ». L'argumentaire, c'est ça, c'est la double négation. Et donc voilà, c'est sur cette évolution-là, qui est une espèce de... Ce complexe militaro-intellectuel, évidemment, a vocation à répondre à la thématique d'Eisenhower sur le complexe militaro-industriel. Mais toutes les guerres que j'ai eu à couvrir, si vous voulez, quand j'étais au ministère de la Défense, il n'y en a aucune qui a été déclenchée par les industriels. Les industriels, d'ailleurs, souvent, ça les embêtait parce que ça perturbait des négociations de contrats. Ça ne consommait pas énormément. La Yougoslavie, ça n'a pas consommé des Mirages et des Rafales. Donc, on n'est pas du tout dans l'explication qui a vécu pendant toute la guerre froide. On est dans une explication nouvelle et c'est ça que j'essaye de poser aujourd'hui. Voilà. De mettre en avant dans votre livre Vendre la guerre. Vendre la guerre qui, je crois, se tire d'un premier essai, d'une première plume que vous avez jetée en 2011 dans la revue Stratégique et dans laquelle vous parliez de la sociologie de la production stratégique. Oui, c'était un livre que j'avais appelé, j'ai même oublié mon titre, c'est quand même le comble. En tout cas, c'était le sujet, c'était la sociologie de la production stratégique, et c'était dans la revue Stratégique internationale. La fabrication de l'ennemi. Pour une raison assez simple, c'est que, si vous voulez, j'essayais de balayer assez large, et en revenant évidemment sur l'histoire, sur la façon dont on arrivait à faire la guerre.
Alors, Pierre Desproges a une définition que je trouve excellente pour expliquer l'ennemi. Il dit l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est lui. Et c'est vrai que ça vous démontre qu'il faut être deux pour faire une guerre. Donc chez chacun des deux, vous avez effectivement des gens qui vont convaincre que seule l'utilisation de la force est possible parce qu'il n'y a plus de champ de négociation ouvert. Bon. Donc je me suis amusé à couvrir évidemment non seulement des typologies de conflits très différents, je ne suis pas sur ce que j'ai traité dans ce dernier ouvrage, mais vous voyez bien que par exemple dans les conflits de frontières, conflits territoriaux, vous avez le rôle des historiens, des géographes, des juristes qui vous expliquent que cette terre a toujours été française, etc., etc. Dans les guerres religieuses, vous avez évidemment les hiérarchies culturelles, les hiérarchies religieuses, etc. Donc les mécanismes sociologiques de fabrication de l'ennemi sont extrêmement différents. Dans la colonisation, si vous voulez, vous avez effectivement une espèce d'impérialisme qui s'assoit sur l'idée culturelle que nos sociétés sont supérieures aux autres et donc qu'on va leur apporter la civilisation par la guerre. Là, aujourd'hui, on est plutôt éviter la guerre en faisant la guerre. Si vous voulez, par exemple, avec les néoconservateurs américains, ils disent quand on va faire la guerre en Irak, c'est pour éviter la guerre en Israël. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ce champ d'explication sociologique qui m'a intéressé. Et dans lequel, là, cette fois, je me concentre un peu plus sur ce qui est la transformation principale, c'est-à-dire le rôle joué par ces différentes composantes du complexe militaro-intellectuel, où vous avez effectivement des intellectuels médiatiques, des humanitaires, des journalistes, etc. etc. Et qu'est-ce qui a changé depuis 2011 ? Est-ce qu'on peut dire que dans ce que vous appelez donc les mythologistes sont donc les journalistes, les politiques, les historiens, les sociologues, les philosophes, etc., les experts en tout genre d'une certaine façon. Est-ce que dans ces mythologistes, on pourrait rajouter deux pans ? Je pense aux artistes et aux réseaux sociaux. Alors les artistes sont arrivés plus tard, parce qu'effectivement... le champ stratégique s'est tellement bouleversé que vous voyez bien que, par exemple, si on prend l'exemple de la crise en Yougoslavie, il n'y avait pas de posture particulière anti-serbe, anti-croate ou anti-bosniaque, si vous voulez. On avait des gens qui se partageaient un peu sur tout le champ parce qu'il y avait une vieille tradition de relations entre la France et la Serbie, parce qu'il y avait des relations particulières avec les Bosniaques, enfin bref. L'apparition, si vous voulez, de ces vedettes du Star System, c'est plus tardif et c'est plutôt autour de crises humanitaires. C'est plutôt autour de ça que se fait la mobilisation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des composantes. Ils ne sont pas acteurs, ils participent, si vous voulez, mais pas plus. Est-ce qu'ils sont décisionnaires d'une certaine façon ? Non, ils ne sont pas décisionnaires. Non, ils ne sont pas décisionnaires. Ils viennent apporter la caution morale et publique, si vous voulez. La caution morale. Pourtant, alors en off, vous me parliez de M. Sarkozy, le président de la République, M. Sarkozy, et de M. Bernard-Henri Lavie, BHL. Ouais. Et vous disiez, plus ou moins, que d'une certaine façon, BHL avait soufflé à l'oreille de Sarkozy que potentiellement une guerre en Libye, ça pourrait avoir du sens. BHL est un peu le prototype de ce complexe militaro-intellectuel. Première différence essentielle, à la différence de Régis Debray ou de Malraux, il n'est jamais allé faire la guerre. Il se contente d'y envoyer des militaires français quand même. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième caractéristique, il va expliquer qu'il arrive, si vous voulez, de Libye, qu'il est allé là-bas, qu'il a vu les massacres, qu'il a découvert un nouveau Massoud. Donc vous voyez la référence avec l'Afghanistan. Je vous ai déjà donné la solution pour l'Afghanistan, je vais vous donner la solution pour la Libye. Que l'Afghanistan soit aujourd'hui dans une espèce de pagaille immonde, ce n'est pas son problème. Troisième caractéristique, BHL est ce que j'ai appelé un intellectuel téphale, c'est-à-dire c'est un intellectuel sur lequel aucune critique n'accroche. Bon. Donc, vous avez là le cas de quelqu'un qui va convaincre un président de la République qu'il faut aller faire la guerre contre Kadhafi. J'étais récemment sur un plateau télé à côté d'un militaire qui était ancien chef d'état-major de l'armée de l'air pendant la guerre en Libye. Ouais, donc il connaît le sujet. Pardon ? Il connaît le sujet. Donc. Il connaissait d'autant plus le sujet qu'il avait fait la guerre contre les Libyens pour la bande d'Aouzou. Bon. Et il m'a raconté son premier entretien avec BHL. Il m'a dit, mais ce type est fou. Il m'explique comment il faut faire la guerre. Bon. Mais lui, il était obéissant, donc si vous voulez, il a fait ce qu'il fallait. Mais c'est pour dire que vous voyez bien que le mécanisme s'est complètement inversé. C'est-à-dire Sarkozy se disait, en termes de politique intérieure, qu'est-ce que je gagne si je fais cette guerre ? BHL, il trouvait sa notoriété, et les militaires étaient obéissants, ils y vont. Mais par nature, les militaires, depuis 1991, ont été sollicités pour des missions qui n'ont plus grand-chose à voir avec la guerre. Interposition à Sarajevo, opération militaire humanitaire à Timor, enfin, opération humanitaire en Somalie. Et donc, si vous voulez, le mécanisme, c'est détraqué. Le mécanisme, c'est détraqué. Finalement, d'une certaine façon, j'ai quand même un peu l'impression que vous critiquez, c'est un peu une critique du monde intellectuel français, votre livre. Cependant, quand on essaie de réfléchir un peu au conflit ukrainien qui oppose donc la Russie et le monde occidental, on pourrait se dire que finalement, ce complexe militaro-intellectuel, c'est une forme
de démocratie, puisque ce complexe militaro-intellectuel n'existe pas en Russie. Du coup, est-ce que par la force des choses, il n'est pas nécessaire? Oui, mais si vous voulez, pendant longtemps, on a considéré dans les analyses stratégiques qu'une démocratie c'était pacifiste et une dictature c'était belliciste. Or, que je sache, la Grande-Bretagne et la France étaient les deux grandes puissances coloniales de la planète, c'était les deux seules démocraties de la fin du XIXe siècle. Bon. Et d'autre part, le Portugal de Salazar n'a jamais déclenché une guerre. Donc, si vous voulez, cette thématique, nous sommes le bien, ils sont le mal, si vous voulez, traverse toutes les analyses stratégiques. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme vous n'avez plus le camp du mal avec la disparition du RSS, on a une machine qui s'est emballée en faisant de l'interventionnisme, une trentaine d'opérations militaires quand même de 92 jusqu'à 2015. Qualifier la démocratie poutinienne de dictatoriale quand même. Oui, mais ça ne change rien. Ça change rien. C'est-à-dire que, encore une fois, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est pris d'une espèce d'ukrainophilie absolue et d'une poutinophobie aussi absolue. Or, dans l'affaire qui s'est passée depuis la révolution de Maïdan, tous les torts ne sont pas du côté des Russes. Pourquoi je dis ça? Je sais que je choque, mais la décomposition des États fédéraux, que ce soit la Yougoslavie et l'URSS, c'était toujours des États dans lesquels la frontière administrative faisait que vous étiez serbe, vous mariez avec une bosniaque, ça ne posait pas de problème. Bon. Quand ces pays éclatent, tout à coup, les frontières administratives deviennent des frontières politiques. Donc du coup, vous êtes du mauvais côté de la frontière, quoi qu'il arrive. Pour la Russie, c'est exactement pareil. Vous avez 30 à 40 millions de russophones qui sont dispersés sur les anciens États, pas satellites, les anciens États de l'URSS. Donc, vous vous trouvez avec un gouvernement central à Moscou qui dit, mais ces russophones ont aussi des droits. Donc, si vous avez effectivement un gouvernement local qui refuse de leur reconnaître un minimum de droits, ce qui s'est fait dans un certain nombre de pays baltes et qui ne s'est pas fait en Ukraine, vous êtes obligé de partager, de considérer qu'il y a du tort des deux côtés. Il y a eu deux accords de Minsk, pilotés par la France et l'Allemagne, pour que justement essayer de trouver des moyens de conciliation entre les russophones du Donbass et Kiev. Et en fait, il faut bien reconnaître que s'il y a eu 14 000 morts à la ligne frontière, c'est pas que des Ukrainiens. Donc il y a bien eu une volonté politique de Kiev et de l'autre côté de continuer la guerre alors que les accords étaient censés pouvoir l'empêcher. C'est censé s'appliquer d'une certaine façon. Donc est-ce qu'on finalement on peut pas dire que Poutine s'est assis sur les accords de Minsk? Ah, c'est pas lui. C'est plutôt Kiev. Oui, mais c'est ce qu'on entend justement dans les analyses aujourd'hui qui sont faites. On dit que les Russes sont revenus sur leurs paroles d'une certaine façon. Non, parce que si vous voulez, enfin, pour avoir fait de la fonction internationale, je veux dire, c'est un monde de menteurs. Il ne faut pas exagérer. Vous savez bien que j'ai toujours le bien et les autres sont le mal. Enfin, je vous prends cet exemple de 1948, quand on fait la Convention internationale des droits de l'homme, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est les États-Unis qui sont racistes et ségrégationnistes, c'est l'URSS de Staline, c'est la France et la Grande-Bretagne qui sont les deux grandes puissances coloniales de la planète, et c'est la Chine de Chiang Kai-shek. Bon, alors dans le genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est quand même ça la règle. C'est vrai. Et donc, qu'on est aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, vous avez aujourd'hui aux États-Unis deux tendances qui pilotent la politique internationale, qui sont néoconservateurs, partant de l'idée que la suprématie des États-Unis sont la garantie de la paix sur le monde, donc y compris en faisant la guerre pour empêcher la guerre. C'est le scénario irakien quand même. L'autre tendance, c'est les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques, qui sont la frange dure du protestantisme américain, qu'on n'analyse pas comme des radicalismes, et pourtant c'est des radicaux. C'est-à-dire des types qui pensent, par exemple, quand on fait la guerre en Irak. De France, on les considère comme des radicaux. Quand on a vu que Trump les faisait, qu'ils avaient l'oreille, que Trump avait leur oreille, qu'ils ont l'oreille, qu'ils avaient l'oreille de Trump pendant ses 4 années au pouvoir, on a considéré, c'était un peu pas l'équivalent des faucons de Bush Junior, mais... Oui, mais si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire du comparatif. Bien avant Trump, vous avez l'intervention en Irak. L'intervention en Irak, rappelez-vous, elle est déclenchée parce que on va expliquer que le discours des armes de destruction massive en Irak, cachées dans le Cameroun. Oui, mais attendez, on sort de l'affaire Khashoggi. Ah oui. George Bush fait en janvier 2002, on sort du 11 septembre, pardon. En janvier 2002, George Bush fait un discours disant l'axe du mal, c'est l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Vous voyez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'il était responsable du 11 septembre. Rien contre l'Arabie Saoudite. Bon, vous avez donc du côté de la décision stratégique américaine des forces politiques qui sont extrêmement puissantes au point de dénaturer la réalité d'une manière absolument effrayante. Deuxième remarque sur les néo-évangéliques, quand Bush décide la guerre quand Bush père décide la guerre en Irak, vous avez effectivement les néoconservateurs, ça je vous l'ai dit, armes de destruction massive, mais vous avez aussi les néo-évangéliques. Eux, ils partent d'un postulat totalement théologique. C'est-à-dire qu'ils disent le
la destruction de l'Irak doit permettre la constitution du Grand Israël, comme le décrit la Bible, et le Grand Israël est l'étape nécessaire au retour du Messie. Bon. La démarche est totalement théologique, elle n'a rien à voir avec la réalité. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'évidemment, les grands amis de Netanyahou, c'était les néo-évangéliques américains, qui étaient effectivement sur une même logique que lui, c'est-à-dire l'extension d'Israël, etc. Bon. Mais il y a une anecdote qui est assez comique, parce que vous savez que pour les Juifs, donc le Messie n'est jamais venu, et pour les chrétiens, il est déjà venu une fois. Donc un beau jour, pour arrêter une discussion qui devait un peu tourner en autre boudin, si vous voulez, Netanyahou s'en est sorti en disant, écoutez, le jour où le Messie arrivera, on lui posera une seule question. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois qu'il vient ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc on est sur quelque chose dont les motivations ne sont pas du domaine de la rationalité toujours, elles sont parfois du domaine du culturel, du religieux, etc. Et donc, quand j'écrivais ce bouquin sur la fabrication d'ennemis, c'était parce que chacune de ces décisions trouvait dans le système sociologique de décisions stratégiques des motivations qui peuvent être tout à fait différentes du complexe militaro-industriel, si vous voulez. Ok. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Pierre Conessa. Je rappelle que vous êtes venu aujourd'hui sur notre plateau pour présenter votre livre « Vendre la guerre » aux éditions de l'Aube et que, effectivement, c'est un livre extrêmement intéressant. J'aurais bien aimé vous poser la question aussi sur la catastrophica que vous mettez en avant. Oui, c'est vrai. Désolé, non, mais on n'a pas le temps, vous reviendr. Mais effectivement, c'est un livre passionnant. Quand on aime bien les questions géopolitiques, c'est extrêmement intéressant. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.